Marine Barnerias, vous avez 23 ans, une énergie et un sourire à décrocher la lune, et vous revenez d'un beau voyage qui vous a conduit dans 3 pays, la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie. Mais ce voyage dont nous allons parler ensemble n'avait rien de touristique. Il était vital et, si j'ose le mot, initiatique. Ce voyage, vous l'avez partagé comme beaucoup de jeunes aujourd'hui sur un blog et tout récemment dans un livre, Super Héros, aux éditions Flammarion. Alors, j'aimerais bien que pour commencer, vous nous expliquiez ce que contient ce mot de super, mis à la place de super. Pourquoi super héros ? Déjà, parce que je crois qu'il y a un truc qui est rentré dans ma vie il y a maintenant 2 ans de cela, qui s'appelle la sclérose en plaques. Ce long mot très moche, que je trouvais assez moche. Et que vous avez condensé en SEP, c'est ça ? SEP, c'est vraiment ce que tout le monde condense parce que c'est trop grand. Donc les neurologues et les sclérosés appellent cette maladie la CEP. Et moi, en fait, je me disais, mais même quand on est atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, on a tous un super-héros qui sommeille en nous. Et donc je trouvais ça beaucoup plus stimulant de transformer la sclérose en plaques en super-héros. Et alors, vous insistez beaucoup sur le fait que vous n'êtes pas une super-héroïne. Absolument. Malgré ce que vous avez fait, ce qu'on va raconter au cours de cette émission. Et ça, vous insistez là-dessus, hein ? Beaucoup. Vous n'êtes pas une super-héroïne. Loin de là. J'ai tous mes défauts, toutes mes peurs, toutes mes faiblesses. Je suis loin d'être une super-héros. Justement, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que malgré les aléas de la vie, on est tous des individus uniques. Et on a tous quelque chose de unique en nous. Quelque chose qu'on a envie de développer et on peut pas se comparer à quiconque. Et en fait, c'est ce super-héros, c'est ce super-héros, on met le mot qu'on veut. Moi, voilà, j'ai été atteinte d'une sclérose en plaques, donc j'ai appelé ça super-héros. Mais on est tous des super-héros. On a tous quelque chose. Vous venez de dire, j'ai été atteinte. Oui. Vous êtes atteinte ou vous avez été atteinte ? Alors, je le suis toujours, mais cette atteinte est différente. Cette atteinte a évolué et cette atteinte, maintenant, s'est fructifiée dans mon cœur et j'ai réussi justement à transformer quelque chose que je trouvais très laid, qui me reflétait absolument pas, en fait, la personne que j'avais envie d'être. Maintenant, je le vois plus comme une atteinte, mais comme une construction, comme quelque chose qui va m'amener loin. Mais c'est votre regard sur cette maladie qui a changé ? Complètement. Ou c'est cette maladie qui a évolué différemment ? Cette maladie, cette petite sclérose, elle est toujours là, elle est toujours dans mon petit cerveau, elle a pas bougé. Mais ma vision et mon acceptation a complètement changé. Complètement changé. Comment est-ce que vous avez appris, c'était en avril 2015, absolument, que vous étiez atteinte de la sclérose en plaques, vous qui étiez une jeune fille dynamique. Hyper dynamique, allez, on y va, on fait 1 milliard de trucs à la seconde. Écoutez, j'ai été atteinte, ça a été très simple, ma vue a disparu. Voilà, j'étais en train d'être à un événement très festif avec justement énormément d'étudiants, beaucoup de couleurs, beaucoup de choses. Et puis là, au fur et à mesure de cet événement, je voyais de plus en plus flou. Et de plus en plus, je rentrais dans un tunnel de plus en plus noir. Et donc, en fait, au début, je me suis dit, je dois choper une petite allergie, il doit y avoir un petit problème comme ça. Et au fur et à mesure des jours qui passent, justement, j'attends 2 jours. Et là, la 2e journée, je me rends compte que ma vue a nettement diminué. Donc, je me suis fait parachuter directement chez l'ophtalmo. L'ophtalmo me dit, écoutez, ma cocotte, c'est absolument pas chez moi le problème, il faut aller à l'hôpital. Et j'atterris à l'hôpital et puis là il y a tous les examens qui sont arrivés, 2 semaines d'examen, 2 semaines d'IRM, de boîtes, de plein de choses dans lesquelles on rentre, on ressort, on sait pas pourquoi. 2 semaines d'incompréhension et 2 semaines de trous noirs encore plus grands parce que justement on est dans l'attente de quelque chose. Notre corps commence à nous lâcher et là on vit complètement à l'extérieur de nous. Même si le symptôme est à l'intérieur, dans le sens où c'est mon propre corps qui me lâche, j'étais dans l'attente de trouver la solution à l'extérieur, d'attendre un médecin, d'attendre une solution. Et cette sensation de vivre à l'extérieur de soi encore plus forte et d'être complètement démuni de tout a été pour moi quelque chose de très difficile à comprendre et à gérer à ce moment-là. Mais Marine Barnerias, quand vous avez appris la nouvelle, quand on a prononcé pour la première fois devant vous ce mot de sclérose en plaques, qu'est-ce qui s'est passé en vous ? Écoutez, ce qui s'est passé en moi, forcément, j'étais tout feu tout flamme à 21 ans, j'avais 21 ans à l'époque, et là je suis allongée dans mon lit d'hôpital avec une neurologue que je considérais comme un dieu du stade. Voilà, je l'attendais, j'attendais que cette porte enfin s'ouvre pour avoir ce fameux diagnostic qui tombe. Et quand elle m'a annoncé ce mot, déjà je l'ai répété 4 fois dans ma tête
en me demandant ce que c'était. Déjà, je le trouvais un peu long. Je me suis dit, ouh là là, ça sonne mauvais ce truc-là. Je me suis dit, c'est trop long, sclérose en plaques, il y a trop de plaques, de sclose, de ce truc comme ça. Je trouvais ça déjà trop compliqué. Et après, j'ai fait le rapprochement avec un documentaire que j'avais vu, qui mettait justement en avant une femme atteinte de cette maladie, mais c'était la pire des choses, quoi. Il y avait, elle ne voyait plus, elle ne touchait plus, elle ne ressentait plus rien, elle était vraiment assise sur un fauteuil roulant. Et je me suis dit, mais alors, Marine, tu vas te réveiller. C'est pas possible, ça peut pas être toi. Il y a une phase de déni, on n'accepte pas l'annonce et la réalité de cette maladie. Bah écoutez, je pense que dans n'importe quel aléa de la vie, dans le sens où qu'on ait une maladie, qu'on ait quelque chose qui nous déplaît dans la vie, un divorce, une séparation, un licenciement, un burn-out ou quelque chose qui arrive dans notre vie, il y a différentes étapes dans lesquelles on passe et dans lesquelles on doit passer pour pouvoir après acquérir quelque chose de nouveau et aller de l'avant. Et moi, c'est vrai que là, quand j'ai eu ce mot-là, mais bien sûr que j'étais dans le déni, j'étais dans la peur de me dire, est-ce que je vais pouvoir passer ces futures années justement debout, je vais être handicapée, je vais être sur un fauteuil roulant, ou est-ce que je peux croire en moi encore? Et tout s'est effondré, tous vos rêves se sont effondrés? En fait, non. Dans le sens où tout s'est effondré directement, certes, au moment du diagnostic, mais après, j'ai senti au fond de moi une envie de me dire, Marine, là, tu es complètement... il y avait plein d'informations différentes, j'avais plein de neurologues qui me disaient des choses un petit peu différentes, et je me suis dit, mais Marine, c'est une maladie déjà auto-immune. C'est une maladie auto-immune, ce qui veut dire que c'est une maladie qui est à l'intérieur de mon corps, et c'est mon propre organisme qui crée des choses que même la science ne contrôle pas et ne connaît pas encore. Parce que vous aviez des analyses, des diagnostics différents, selon les médecins que vous avez rencontrés. Absolument. Le diagnostic était là, mais j'avais des interprétations un petit peu différentes, dans le sens où j'avais des neurologues qui me disaient face à vos diagnostics, il faut que vous preniez tel traitement. D'autres qui me disaient le contraire. On me conseillait énormément de choses différentes. Ne mangez pas ceci, ne faites pas cela. Exactement. Là, vous avez Alors été attendez, assailli. on va m'enlever le fromage, après on va m'enlever ceci, après il faut pas faire ceci. Je me suis dit, attends, comment je vais pouvoir juste vivre et être bien dans mes baskets avec cet intrus déjà qui commence à m'embêter. Et là, je me suis dit, bon, avant même d'avoir ma maladie, je me suis dit, j'ai déjà pas mal de choses que j'ai débranchées à l'intérieur de moi. Je me sentais déjà pas en communion avec moi-même, loin d'être en communion avec moi-même. Marine Barnerias, comment est né en vous ce projet de voyage dans 3 pays, on va le voir, Nouvelle-Zélande, Birmanie et Mongolie, après l'annonce de cette maladie? Qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, dans le déroulement de votre tête pour vous dire, je vais partir faire ces voyages? Mais écoutez, comme je vous le disais juste avant, là, je me suis rendu compte, en fait, qu'à l'âge de 21 ans, je suis jeune, j'ai tout à découvrir, j'ai tout à apprendre, mais qu'à l'âge de 21 ans, j'avais vécu, je pense, 21 années à l'extérieur de moi-même. Dans le sens où j'ai jamais écouté ce que ma petite voix me disait. J'ai toujours vécu que dans le cérébral, à vouloir plaire pour les autres, à être dans la comparaison, à vouloir avoir un boulot pour plaire à un tel, ou voilà. Et ce diagnostic m'a fait mal, mais a accentué la découverte du fait que j'étais tout le temps à l'extérieur de mon être. Et je me suis dit à ce moment-là, mais Marine, avant de prendre n'importe quel traitement et n'importe quelle autre chose qui ne te correspond pas, essaye de te retrouver. Essaye de te connaître toi-même. Complètement. Essaye de te connaître toi-même, essaye de ressentir ce que ton cœur te dit et de mettre le lien entre ton cerveau qui ne fait que de penser et ton corps qui essaye de s'exprimer mais qui n'est pas écouté. Oui, mais vous auriez pu vous dire, comme le font la plupart des gens, je suis malade, je vais d'abord mettre toutes mes forces à me guérir, à me soigner. Et vous décidez de partir en voyage. C'était pas une fuite de la réalité quelque part? Alors justement, c'est souvent la question qu'on me pose en me demandant si justement je pouvais avoir la peur de cette maladie, donc l'envie de la fuir et de pas vivre avec. Et pas du tout, parce qu'en fait c'était vraiment une volonté de me dire, Marine, cette maladie maintenant elle fait partie de toi. Il va falloir que tu apprennes à t'aimer et pas détester cet intrus qui vient de rentrer dans ta vie. Il va falloir que tu viens de renaître une deuxième fois, il y a une Marine que tu peux pas voir, que tu n'aimes pas. Et je partais pas pour encore plus séparer nos chemins. Je partais pour qu'on arrive sur le même chemin et qu'on rentre ensemble. Et de me dire, maintenant elle fait partie de moi, je vais apprendre à m'aimer. Et pour m'aimer, je pense que j'avais déjà beaucoup de chemin à faire parce que il y avait beaucoup de choses avant même d'être atteinte de cette maladie qui n'allaient pas chez moi. Et j'avais mon cerveau et mon corps qui étaient sur 2 planètes différentes. Comme beaucoup d'entre nous.
Et en fait, c'est vrai que je me rendais compte que l'effet du stress, l'impact de mes pensées jouait énormément en fait sur ce que ça avait comme impact sur mon corps. Et mon corps s'exprime, un corps pour moi parle. Et tout est relié. Et tout est relié. Il y a rien qui est dissocié. L'homme humain, punaise, l'être humain est incroyablement bien fait. Et je pense que quand on est trop dans le cérébral et trop dans l'intellectuel, on oublie la force qu'on peut avoir. Oui, mais alors pourquoi partir en voyage ? C'était un rêve d'enfant ? Oui. Vous êtes une aventurière née ? Non, pas du tout. Je suis pas une aventurière née, loin de là. C'est vraiment, j'ai toujours adoré les gens. Voilà, c'est simple. Hein. J'adore les rencontres, j'adore rencontrer. J'aime justement cette différence parce que pour moi, il y a qu'avec la différence qu'on peut apprendre et grandir. Et ça, avant le voyage. Avant le voyage, j'ai toujours été comme ça avant le voyage. Mais quoi, ce sont vos parents qui vous ont transmis ça ? Peut-être forcément parce que je pense que les parents font beaucoup dans la transmission. Un père journaliste, oui. ça doit aider, non, un père pour la journaliste, transmission. une mère aussi baroudeuse qui est partie toute seule à l'étranger, réaliser plein de projets. Mais pas avec vous. Vous étiez pas des voyageurs enfants avec vos parents. Non, pas du tout. On a eu la chance de voyager, mais c'était pas sur l'aventure, c'était plus sur la relaxation, le loisir, quoi, le tourisme, plus qu'autre chose. Pas sur l'aventure de soi. C'était plus, on dépendait d'autre chose. Et là, c'était vraiment une première pour moi de me dire, waouh, allez, je vais partir toute seule. Le voyage, pourquoi ? Parce que j'avais envie déjà de rencontrer d'autres populations, d'être loin du confort que j'avais pu avoir depuis toutes ces années et d'être loin de toute cette occidentalisation dans laquelle j'avais pu grandir. J'avais besoin d'être face à beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Alors sur votre blog que je suis allé voir et que je conseille, vous avez écrit les 3 destinations qui ont constitué ce voyage que vous avez vécu pendant 7 mois. Vous marquez la Nouvelle-Zélande malaxera notre corps. Oui. La Birmanie éveillera notre esprit. La Mongolie questionnera notre âme. Donc avant de partir, vous aviez déjà écrit ça et pressenti que c'est dans ces pays que votre corps sera malaxé, en Nouvelle-Zélande, qu'en Birmanie, vous allez être plus en lien avec votre esprit. Absolument. C'était quoi, une intuition ? C'était un rêve ? Qu'est-ce que c'était ? Alors en fait, c'est très étonnant parce que c'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée, il m'a fallu 3 mois déjà pour digérer. Mais comme je disais, j'étais vraiment dans le déni et face à ce diagnostic, j'écoutais absolument pas ce que mon corps me disait. Forcément, mon corps s'est réveillé une deuxième fois, j'ai perdu la vue une deuxième fois, à 3 mois d'intervalle, ce qui est quand même beaucoup. Et là, j'ai réouvert des petits écrits que j'avais écrits quand j'ai été diagnostiquée. J'écris pas souvent, c'était une première pour moi. Hein. Et quand j'ai réouvert ces petits écrits, il y a vraiment 3 choses qui sont sorties de ce petit brouillon que j'écrivais sur mon lit d'hôpital. Et après, il y a eu le corps, l'impact du corps, le corps qui nous lâche quand on ne l'écoute pas. L'impact des pensées, toutes ces pensées qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui dictent notre vie, qui dictent tout ce qu'on est en fait. Et l'âme, qui pour moi englobe ces 2 choses-là. Alors ça, c'est plus étonnant parce qu'on parle pas beaucoup de l'âme en Occident. Vous, ça vous venait d'où, cette question sur l'âme ? Alors l'âme, c'est vrai que j'ai grandi justement dans une famille chrétienne, donc catholique, avec des valeurs justement catholiques, mais c'était pas du tout lié à la religion à ce moment-là, dans le sens où j'avais besoin, je pense que n'importe quelle personne sur cette planète a une âme, a quelque chose qui conçoit toute religion confondue, on a tous une âme. Souvent, c'est le petit exemple, on me demande, c'est quoi la différence entre l'esprit et l'âme ? L'esprit, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut malaxer, qu'on peut changer, qui évolue avec le temps, avec nos croyances, avec ce qu'on ressent, des rencontres qu'on peut faire. Et l'esprit est plus lié avec nos pensées aussi ? C'est vraiment purement mon petit avis personnel, mais je pense que l'esprit, c'est quelque chose qui évolue et qui grandit en fonction des années. Et l'âme, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est le noyau dur. C'est le noyau dur de l'être. Et c'est quelque chose qui englobe en fait un corps et un esprit et qu'on a tous, qu'on ne le veuille ou pas. Et c'est pour ça que je pensais que l'immensité de la Mongolie, l'immensité de cette nature où on est loin de tout repère, ça pouvait justement englober un maximum me permettre de toucher ou d'essayer d'aller découvrir cette âme. Et de la dilater peut-être. Peut-être, oui, éventuellement. Avant de partir, j'aimerais quand même qu'on parle d'une chose dont on n'aime pas beaucoup parler, généralement, c'est de l'argent. On se dit, mais comment une jeune fille de 23 ans a fait pour trouver l'argent nécessaire pour partir ? Et vous avez choisi le crowdfunding. Absolument. Alors allez-y, c'est très branché, c'est très actuel. Allez, crowdfunding, let's go. Alors, bah écoutez, comment ça a marché ? Comment on trouve comme ça
combien 12 000 euros pratiquement, 13 000 euros vous avez 13 récolté. 000 euros, c'est exceptionnel, j'y réalise toujours pas. Alors comment ça a marché ce crowdfunding? Ce crowdfunding, il a marché d'une manière très rapide que je n'ai absolument pas contrôlée. Pour tout vous dire, j'ai écrit ce petit projet sur un bout de papier, j'ai monté justement sur une espèce de présentation de 5 pages l'idée de mon projet n'ayant aucune idée de où est-ce que j'allais mettre ce projet. Je l'ai mis sur une petite cagnotte litchi en me disant une petite cagnotte litchi. Alors pour les non-initiés, alors je vais vous raconter une petite cagnotte litchi. C'est un site internet qui s'appelle Litchi. Il y en a plein d'autres qui existent, qui permettent de mettre des idées de projets, quelles qu'elles soient, de bien expliquer son projet et ensuite en un clic, on fait un copier-coller et on peut transférer cette page qui permet de financer. Donc en un clic, vous pouvez mettre de 50 centimes à ce que vous voulez. Vous pouvez participer au projet et c'est du don. Ça veut dire que il n'y a pas un retour d'investissement sur ce don qu'on peut donner à ce projet-là. Et moi, votre histoire a touché les gens. Mais écoutez, pour tout vous raconter, la petite anecdote, c'est que je n'avais absolument pas prévu de la mettre sur les réseaux sociaux. Comme je vous le disais au début, j'étais vraiment dans le contrôle de ma maladie et j'avais peur de lever le masque sur ma maladie et que tout le monde se dise elle est malade. Et puis de le dire à tout le monde, absolument. De dire voilà, j'ai une sclérose en plaques et je veux voyager. Absolument, parce qu'il faut le dire, quand on est malade, on a peur du regard des autres. C'est la première peur, c'est ce que les autres vont penser de nous-mêmes. Donc moi, 3 mois après ma maladie, j'avais cette petite voix qui me disait vas-y, fonce Marine, fonce, écoute-toi, va écouter ton corps, ton esprit et ton âme, il faut que tu fasses ce projet. Mais même en ayant cette idée-là, j'avais quand même encore cette petite peur de lever le masque sur la maladie. Et là, j'ai envoyé cette cagnotte à mes proches. Vraiment, je voulais contrôler qui regardait. Le cercle très proche. Qui était déjà un peu au courant de votre maladie. Voilà, bien sûr. Ma famille, mes cousins, les amis de mes amis, mais je contrôlais. Malheureusement, la vie est toujours bien faite. Et donc, il y a eu une fuite. C'est arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai absolument pas contrôlé. Et c'est avéré qu'en 2 semaines, la cagnotte était bouclée. Et donc là, c'était étonnant parce que il y a eu un partage dingue dans le sens où les gens qui ont participé, c'est grâce à eux que je suis partie parce que j'avais plus le choix de faire marche arrière. Parce que souvent, quand on a des idées de projet, on a des idées puis on se dit bon, on verra. Et là, la cagnotte était bouclée en 2 semaines. Donc vous étiez obligé de partir. J'étais obligée de prendre mon sac à dos et de me dire bon là j'ai pas le choix là, je vais découvrir ce que c'est mes sardines et ma tante. Marine Barnerias, comment vous étiez intérieurement le 27 janvier 2016 à l'aéroport le jour de partir? Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une émotion folle, quelque chose de... Je réalisais pas dans le sens où je suis arrivée à l'aéroport, voilà, c'était la date de mon départ. J'avais l'impression d'avoir les 358 participants dans mon sac à dos. Donc il était lourd, mais encore plus lourd d'émotions avec tous ces gens qui m'avaient aidé. Et quand j'ai eu mon ticket, je me souviens, avant d'avoir ce fameux ticket pour embarquer... Destination Auckland. J'avais mon cœur était mais je sais pas ce que je fais. Je réalisais pas ce qui m'attendait. C'est quoi? C'était de la peur, de la joie, je ne peux même pas expliquer. Ouais. C'était à l'aéroport. Il y avait encore toute cette émotion avec la famille. Je savais pas ce qui m'attendait parce que j'avais rien prévu. J'avais prévu de traverser l'île du nord au sud à pied et en autostop. Donc je savais pas vraiment ce qui m'attendait à Auckland. C'était pas un voyage avec des gens qui vous attendaient à l'aéroport, tout organisé, un circuit tout organisé. C'était je pars à l'inconnu. Ouais. Et ça, c'est important. C'était important pour vous de partir à l'inconnu, pas tout organisé, balisé. Et vous savez pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours été dans le contrôle de beaucoup de choses dans ma vie, alors que je suis très jeune. Donc je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça aurait été à 50 ans? J'ai été dans le contrôle de beaucoup de choses et je me suis dit, cette maladie qui vient d'arriver, il faut que je sois face à mon stress. Il faut que je dompte mon stress. Et pour dompter mon stress, il faut que je laisse mon cœur me parler et que je le laisse me guider. Ça revient beaucoup chez vous. Écoutez sa petite voix intérieure, écoutez son cœur, écoutez ses intuitions. Vous avez perçu ça très tôt, que c'était vraiment important de se mettre à l'écoute de vos intuitions? Écoutez, moi je pense que quand on est à l'écoute de soi, on fait des choses qu'on n'imaginerait jamais. Et je pense que notre meilleur pilier de la vie, il peut être dans les amitiés, il peut être dans les croyances, il peut être dans beaucoup de choses. Mais je pense que le plus important, c'est d'être en adéquation avec ce que l'on est et ce que l'on veut faire. Et souvent, j'ai regardé ça me fait penser à un petit documentaire que j'ai revisionné qui s'appelle L'infinie puissance du cœur. Et cette infinie puissance du cœur est monstrueux. Et je pense que quand on commence à écouter un petit peu ce qui nous dit,
ce qu'il essaye, cette force qu'il peut nous donner, la force qu'il a. Moi, jamais de la vie, j'aurais imaginé avoir la chance peut-être de vous rencontrer en étant diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Ça m'a permis de me mettre sur les chemins de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Ça m'a permis de me retrouver et maintenant de faire des choses dans lesquelles je me sens en adéquation complète. Et d'avoir eu la chance d'être à RCF avec vous aujourd'hui. C'est entièrement partagé, Marine. C'est un vrai plaisir. Vous avez parcouru 6696 kilomètres. Ah, vous savez bien, oui. Seul, sac à dos, à pied, en stop. Quand une jolie jeune fille comme vous se met au bord de la route pour faire du stop, elle se dit pas qu'est-ce qui va m'arriver. Aïe, aïe, aïe. C'était plus les parents, là. Je pense aux parents parce que les non, parents. Mais et vous, parce que vous aviez jamais fait de stop. Absolument vraiment. Pas. J'avais Donc, jamais fait de stop. Vous êtes là, Nouvelle-Zélande, au bord de la route. Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous avez tendu le pouce? Alors là, la première fois que j'ai tendu le pouce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais je me sentais juste complètement gênée de mettre mon pouce sur la route à me demander, mais qui va s'arrêter? Comment ça va se passer? Comment c'est très bizarre parce qu'on est sur la route, on dépend de rien d'autre que de nous. Et là, on se dit, allez, on laisse place à l'inconnu, total. Et là, il y a une place à l'intuition qui est primordiale, dans le sens où, déjà, j'ai créé une petite pancarte que j'ai appelée Don't worry, I'm cool, en disant. On traduit pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Ça veut dire Don't worry, ça veut dire ne vous inquiétez pas, je suis cool, je suis sympa, je vais pas vous manger dans votre voiture, tout simplement. Et c'est très malin parce qu'en même temps vous donniez pas votre destination. Absolument, c'était très réfléchi parce que ça me permettait de laisser place à mon intuition, qui est pour moi un des facteurs extrêmement importants dans la vie de tous les jours. Quand une voiture s'arrêtait, avant de me lancer à l'inconnu, je lui demandais où il allait ou où elle allait pour pouvoir me permettre de ressentir si c'était la bonne personne ou pas. Il faut aller vite là. Il faut aller vite. Et donc c'est l'intuition. C'est l'intuition. Et comme j'avais pas la destination, je pouvais me permettre de dire oh bah non, non, c'est pas pour moi. Et ce qui était étrange, vous savez, c'était hallucinant. Il y a eu des moments où il y a des voitures qui se sont arrêtées sur le bord de la route, profil parfait, physiquement parfait, belle voiture, tout ça. Et à peine je pouvais m'approcher de la voiture, ma main n'ouvrait pas la portière et me disait non. Marine, c'est pas maintenant, ne monte pas. Et il y avait des gens qui payaient pas de mine, qui étaient dans des gros trucks énormes, en se disant mais oulala, pourquoi je vais monter? Et j'avais mon cœur qui me disait fonce, fais confiance. Et ça a marché tout le temps. Et ça a marché tout le temps. Vous n'êtes pas planté? Non, pas de je me suis pas plantée. d'erreur. Après, je pense que voilà, j'ai été, accompagnée. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu des moments où je suis pas montée parce que je ne le sentais absolument pas. Mais j'ai pas eu de problème à aucun moment. C'est une école de confiance, ça, quelque part. Complètement. De faire du stop et de voyager comme ça, sans savoir où vous alliez précisément. C'est Complètement. ça, c'est s'abandonner à la confiance en quoi, en fait? En soi. C'est s'abandonner à la confiance en soi avant d'avoir confiance en l'autre. On peut avoir confiance en personne d'autre si on n'a pas d'abord confiance en nous-mêmes. Et je pense que oui, mais il faut faire confiance aux autres aussi. Bien sûr, mais en fait, ce que j'avais remarqué, c'était, ce que j'ai eu un petit peu découvert, et je pense que je vais continuer à découvrir tout au long de ma vie, c'est que la plus belle des confiances et ce qui nous permet de réaliser des choses et de faire confiance aux autres, c'est d'avoir confiance en ce qu'on ressent et en ce qu'on pense. Et la solitude, moi qui étais toujours accompagnée, voilà, je suis toujours avec des amis, voilà, quand on est jeune, c'est vrai qu'on a une vie, voilà, très mouvementée avec énormément de projets dans tous les sens. Le silence et la solitude, je ne connaissais absolument pas et j'en avais même peur. Et ça, vous l'avez recherché aussi, la solitude? Bien sûr, oui. Parce qu'on peut se dire, une jeune fille qui part toute seule, elle va vite se mettre avec d'autres pour voyager avec d'autres. Non, vous avez voulu être seule. Pourquoi c'était aussi important pour vous? C'était très important pour moi parce que pour deux raisons. La première, c'était que j'avais l'impression d'être déjà accompagnée de quelqu'un avec ma sclérose en plaques. Que vous aviez surnommé? Que j'ai surnommé Rosie. Rosie. Parce que déjà, Rosie, vous voyez, je trouvais ça beaucoup plus cool pour tous les internautes qui nous écoutent. Si jamais vous avez une petite pathologie, je trouve ça beaucoup plus sympa de lui donner un petit nom. Ça met quoi? Ça la met à distance? Et non. Puis, qu'est-ce que ça fait de l'appeler Rosie, votre sclérose en plaques? Alors, ça peut paraître un peu ridicule. Voilà, rose, comme la fleur. C'est vrai que la puissance des mots, pour moi, dans une société où le mot ne fait que d'être envoyé à tout va, et pour moi le mot tue. Le verbal tue beaucoup plus que les gestes, et l'impact du mot
du diagnostic, c'est-à-dire que ce mot sclérose en plaques, c'est quelque chose de laid qui a une connotation très négative directement dès que je le prononce. Et donc forcément à l'intérieur de moi ça va périmer quelque chose. Alors et quand vous dites Marose, ça fait un peu Petit Prince. Hein. Marose. Et vous savez que je l'ai découvert après. J'ai eu la chance pourtant c'est un livre super connu. J'ai découvert après. Et waouh, c'était très très fort. Mais la rose a des pétales, mais elle a aussi des épines. Absolument. Et c'est toute la métaphore que j'ai essayé justement de faire durant ce petit voyage où j'avais l'impression pour la première fois de mettre les mains dans un potager. Et voilà, c'est vrai que je suis très citadine. J'ai grandi dans des appartements, etc. J'ai jamais eu l'occasion de connaître cette nature et j'ai découvert cette nature grâce à la Nouvelle-Zélande et je pense que la métaphore avec la rosie, ses épines, mais malgré ces épines qui peuvent saigner, qui peuvent nous piquer, il y a toute la puissance et la beauté justement des pétales. Visage, Thierry Lyonnais. Marine Barnérias, on a parlé un peu de la solitude, mais j'aimerais qu'on parle aussi des rencontres, parce que vous avez fait beaucoup de rencontres au cours de ce voyage, et puis des rencontres au hasard. Et ça, je le mets entre guillemets au hasard, parce que c'est quand même assez impressionnant quand on vous lit. Vous faites du stop, vous êtes pris par quelqu'un. Là, on était encore en Nouvelle-Zélande. Puis cette personne, elle a, elle aussi, une sclérose en plaques. C'était exceptionnel. C'est étonnant, ça. Et ça vous est arrivé plusieurs fois au cours du voyage. Moi, je veux dire, j'ai voyagé pendant des années, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une sclérose en plaques. Vous voyagez et vous êtes prise en stop par quelqu'un qui a une sclérose en plaques. Vous êtes au fin fond de la Thaïlande et vous rencontrez quelqu'un, un Français, qui a une sclérose en plaques. C'est hallucinant. Et du coup, vous croyez au hasard? Alors, c'est encore purement personnel, mais pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas dans la vie et j'en suis convaincue. Après cette expérience humaine de 9 mois à travers ces 3 pays, je ne peux plus croire au hasard. C'est pas possible. Il y a une force. La vie fait bien les choses quand on commence à marcher sur le chemin qui nous correspond. Et c'est vrai que cet inconnu dans lequel j'allais, dans lequel je me disais mais ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon cœur qui me parle. Mais t'es mignon, mon cœur, mais t'es mignon. Mais explique-moi où est-ce que je vais aller. Explique-moi comment ça va se passer. Et en fait, quand on s'abandonne à quelque chose auquel on ressent au fond de notre cœur, le chemin est tracé et le chemin nous apporte. Et il y a une facilité de la vie qui se met sur notre chemin et c'est incroyable. J'ai dû rencontrer, durant ce voyage, 8 personnes atteintes d'une rosie. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais à des moments dingues. Et sans les rechercher, sans prendre contact, sans envoyer des messages. Absolument. Au hasard, par hasard, comme on dit. Hein, par hasard, mais je pense que le chemin épineux, je devais marcher avec mon sécateur sur ce chemin-là. Et j'en ai rencontré plein. Comme quoi, il y a eu un moment où j'ai fait une marche, où je suis arrivée en haut du sommet, presque en haut du sommet d'une montagne. J'étais épuisée, mais normalement, je me dis, bon, Marine, même s'il faut que tu marches pendant des heures et des heures, il faut que tu arrives en haut. Et là, j'avais mon cœur qui me disait, redescends vite. Mais j'étais là, mais attendez, pourquoi j'ai envie de redescendre? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis redescendue de cette montagne en courant. Je sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer. Et arrivée en bas, je tombe sur une dame qui était assise sur un tronc d'arbre, les mains dans sa tête. Et là, je m'approche, puis moi j'arrive dégoulinante de sueur, et elle était à côté de moi, puis on se regarde. Et puis là, elle me demande ce que je fais, et puis naturellement, je sais pas, alors que normalement, j'en parle pas tout le temps, je lui dis directement, bah écoute, j'ai une sclérose en plaques que j'ai appelée Rosie, puis je voyage avec elle. Et là, elle me regarde, et elle fond en larmes dans mes bras. Et elle avait elle aussi une Rosie. Et elle n'arrivait pas à monter cette montagne, parce qu'elle avait justement des problèmes aux jambes. Et on y remontait toutes les deux. C'est des moments, mais d'une puissance qui est inimaginable et encore difficile pour moi à retransmettre. Et il y a eu énormément de moments comme ça, très très forts. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis que la vie est magnifique. Et que toutes les rencontres qu'on fait, malgré les difficultés, malgré les choses qu'on peut avoir dans notre vie, quand on continue de s'écouter et de faire confiance, la vie nous renvoie à l'ascenseur. Et nous aide à avancer encore plus fort et nous donne une force. Moi, je suis pas forte. Enfin, ce que je veux dire, c'est que
j'ai pas une force en moi qui est exceptionnelle. C'est vraiment un partage. Oui, mais vous dites ça, mais plein de gens qui nous écoutent en ce moment se disent, mais cette petite Marine, elle est exceptionnelle, elle est incroyable, vous le savez. Je sais pas, mais en tout cas, on l'est tous, je pense. Vous voulez dire qu'on a tous en nous cette force-là, on a tous en nous cette capacité d'écouter nos intuitions, parce que même certains vont se dire, mais elle est médium, elle sent les gens, elle sait où il faut aller, pas aller, elle est médium. Ouais, pas du tout. Vous êtes normal. Complètement. Rassurez-moi. Ah ouais, complètement. Non, je suis justement complètement normale et. Vous êtes quoi alors, à l'écoute de la vie, à l'écoute... je pense que je suis à l'écoute de la vie. J'aime la vie. Je pense qu'il faut aimer la vie. Il faut aimer ce qu'elle nous donne. Même en ayant en soi, Rosie, sclérose en plaques. Oui. Vous dites aujourd'hui, j'aime la vie. J'aime la vie. Il faut aimer la vie. Et je pense que quand on aime la vie, elle nous met des obstacles, elle nous met des choses sur notre chemin. Et moi, si j'avais pas eu une sclérose en plaques, qui évolue, bien sûr, parce qu'elle est dans moi, hein, j'ai pas du tout un discours comme quoi je ne l'ai plus, ou ceci ou cela. Elle a pas disparu après le voyage. Non, elle a pas disparu. Elle est en moi et elle grandit à l'intérieur de moi. Mais il faut continuer d'aimer la vie. Et je pense que il y a beaucoup de gens sur cette planète qui vivent des choses très difficiles, qui vivent des choses très compliquées. Et vraiment, même si je les connais pas, je leur envoie cette envie de continuer d'aimer cette vie. Et cette envie de continuer de s'aimer soi-même. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront justement passer d'un autoroute épineux à une départementale beaucoup plus fleurie s'ils commencent à s'écouter, même si ça paraît un peu bizarre de prendre le chemin d'à côté, c'est un chemin qui va leur apporter beaucoup plus de choses. Marine Barnerias, en lisant ce livre, ce père héros là que vous venez de publier chez Flammarion, où vous racontez ces 9 mois de voyage à travers 3 pays, je le rappelle, la Nouvelle-Zélande, la Birmanie, la Mongolie, mais c'était pas un voyage ni de tourisme ni d'aventure, c'était une aventure intérieure que vous avez menée. J'étais sidéré par tout ce que vous avez découvert, c'est cette maturité qu'on sent malgré vos 23 ans, tout ce que vous avez découvert au cours de ce voyage. Notamment, il y a une chose qui m'a plu parce que très très vite, vous vous êtes rendu compte que vous jugiez beaucoup les autres. Ouais, complètement. Beaucoup, beaucoup. Et à un moment, vous vous êtes dit, stop, il faut que j'arrête de juger les autres. Comment c'est venu cette prise de conscience qu'il fallait arrêter de juger les autres? Écoutez, je pense que quand on juge les autres, c'est que déjà on se juge soi-même énormément. Et moi, je pense que je me jugeais sur beaucoup de choses. Et qu'on a peur du jugement des autres aussi. Et donc, justement, quand on se juge, on a peur d'être jugé, donc on juge pour là. On est que c'est que dans le cérébral, quoi. On n'aime pas qui on est, donc on se juge, on a envie de devenir quelqu'un qu'on n'arrive pas à devenir. On met des gens dans des boîtes. Et là, en fait, on se rend compte, le voyage m'a permis de me rendre compte à quel point apprendre à s'aimer, c'était une liberté. C'était pas s'aimer, voilà, je m'aime, hop, je m'aime pour ceci, je m'aime pour cela. C'était de se sentir libre, la liberté d'être soi, la liberté de la différence. Et dans le livre, je dis que je juge beaucoup les autres, dans le sens où j'ai pas, dans le passé, je jugeais pas beaucoup les autres, mais j'étais, je pense, très dans le contrôle des relations, de beaucoup de choses. Plus dans le contrôle que dans le jugement. Et c'est vrai que les premières réactions que j'ai eues pendant mon voyage, c'était pas des jugements, elle fait ceci, elle fait cela. C'était plus, je me sentais pas libre. J'étais prisonnière de mes pensées, prisonnière des boîtes dans laquelle je m'étais mise et dans laquelle je mettais les autres aussi. Et ça m'a fait un bien fou de me prendre cette claque dans la figure en me disant... On y arrive à ne pas juger les autres? Oui. Ou c'est vraiment finalement très très difficile de ne pas juger les autres, de pas tout de suite regarder le petit détail, il est comme ça ou elle est comme ça. Je pense que le jugement est humain dans le sens, il fait partie de n'importe quelle personne. Après, le jugement peut être paralysant, peut être handicapant, peut nous empêcher d'avancer, peut nous empêcher de faire confiance. Le jugement, comme je le dis, on a toujours peur, on juge tout, les peurs ne disparaissent pas, les jugements ne disparaissent pas, la force n'est pas tout le temps présente. On a tout le temps un petit peu de toutes ces pathologies puisque ça fait partie de l'homme. Mais on peut les transformer et on peut les faire qu'elles nous handicapent pas dans notre quotidien et dans notre volonté d'agir dans la vie de tous les jours. Et donc on peut accepter l'autre très classique, celui qui est habillé en punk, celui qui est avec des dreadlocks, celui qui est avec son nœud papillon. Mais c'est super important parce ils ont tous un message à faire passer. On a tous une souffrance.
on a tous une souffrance cachée et je pense que quand on souffre, c'est là où le cœur parle le plus. Et c'est là où le cœur s'ouvre. Parce que quand on souffre, on est à nu. Et c'est là où notre cœur, il a plus cette barrière, cette carapace de contrôle, de montrer à l'autre qui contrôle qu'il est là, qu'il est ceci, qu'il fait comme ci, qu'il entreprend ça. Quand on souffre, bah là, ouais. Là, c'est le cœur qui s'exprime. Mais dans la réalité et dans la force. Donc je pense que la différence est source aussi de certaines souffrances, certaines croyances, certaines volontés d'agir, et que je pense que c'est une volonté d'expression qui est à respecter absolument. Et ça facilite la rencontre avec l'autre. Absolument. Cette attitude-là. Waouh. Ne pas juger, parce que on le sent bien. Vous avez parlé de la solitude. Vous aviez des moments où vous vouliez être seul avec vous-même et avec Rosie, mais vous avez rencontré plein de gens et ces rencontres, cette ouverture à l'autre, ça se fait grâce au non-jugement également? Ou c'est facilité par le non-jugement? Je pense que les rencontres se font naturellement, mais le jugement permet de cloisonner les rencontres et permet de pas peut-être passer la deuxième étape de la rencontre. Et je pense qu'on peut rencontrer, moi justement, avant de partir dans mon voyage, mais j'ai rencontré, je pense, tellement de gens. J'avais déjà en France, mais déjà en France, je rencontrais, mais c'est pas parce que c'était pas la quantité, j'étais, je pense, dans la superficie de la rencontre. Mais par contre, quand on rencontre sans jugement, en voyageant ou même en restant en France, en restant chez nous, dans notre ville, quand on rencontre et qu'on n'a plus de barrières, la rencontre est beaucoup plus puissante et nous apporte davantage, en fait. Marine Barnerias, nous allons partir maintenant après la Nouvelle-Zélande en Birmanie. On fait pas de description de ces pays, c'est pas le but de cette émission, même si la Birmanie est un pays magnifique. Que vous connaissez sûrement plus que moi. C'est un pays magnifique et j'invite tous ceux qui le peuvent un jour à se rendre dans ce très beau pays. Vous avez été en Birmanie pour éveiller votre esprit. On va parler de deux choses que vous avez vécues. La première leçon, vous l'avez reçue un jour. Vous avez été invité à un mariage. Et ça, j'aimerais que vous nous parliez de cette famille qui vous a donné une leçon de vie. Incroyable. Alors, pardon, allez-y. C'était désolée de vous couper quand vous dites ça, allez-y. Mais c'est une histoire qui est juste fabuleuse, dans le sens où je partais en Birmanie pour éveiller mon esprit, parce que j'avais l'impression justement que mes pensées dictaient toute ma vie, et j'avais besoin justement d'être un peu dans le silence avec toutes ces pensées et pas qu'elles aient un impact sur mon corps. Et là, avant de m'enfermer justement dans ce silence, je décide d'aller explorer un peu cette culture bouddhiste et ce pays justement birman. Et je monte dans le nord du pays. Et là, j'arrive à 4 heures du matin dans un petit village. Je tiens à dire que les communautés de chrétiennes sont minimes là-bas. Il y a vraiment, c'est la religion souvent bouddhiste. Souvent dans les minorités ethniques, comme on dit, chez les montagnards. Absolument. Dans les minorités ethniques et souvent dans les montagnes, justement, c'est totalement vrai. Et en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée justement dans le nord de la Birmanie, j'arrive à 4 heures du matin, je sillonne un petit peu les routes, et puis là, il est 6 heures, voilà, 2 heures après avoir un petit peu marché, je vois un homme de l'autre côté du trottoir habillé en costume cravate sur son 31. Je me dis, c'est étonnant pour des Birmans, ils sont souvent en Marcel ou c'est souvent des moines que je vois pas habillés comme ça. Et puis je lui souris, voilà. Je lui souris, il me sourit à son retour. Il me sourit en retour. Et il me prend la main et il me dit, suivez-moi, suivez-moi. Je savais absolument pas où j'allais atterrir, mais je me laissais guider. Et là, j'arrive dans une église, perdue, au milieu de nulle part. Et je rentre dans une messe et il mariait sa fille. Et j'étais invitée à cette cérémonie. Alors on vous imagine, vous avec votre sac à dos. Moi je suis en pyjama, clairement je pue, pour la faire court. J'ai fait 12 heures de bus, je vous raconte même pas le souk du truc. Et là lui, il vous juge pas votre apparence. Non. Il vous invite au mariage de sa fille. Il m'invite au mariage de sa vie. J'étais en pyjama à la table des mariés. Vous y croyez ça en France? Et alors qu'est-ce que vous êtes dit? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Bah écoutez, à ce moment-là, c'est vrai que ça a été très étonnant parce que j'avais vraiment eu aussi la volonté à travers ce voyage, ayant grandi dans une famille aussi chrétienne, j'avais besoin aussi un petit peu de faire le vide sur ces croyances. J'avais besoin de me retrouver et pas partir. Par exemple, on me demande souvent, mais est-ce que la religion a pu t'aider? Bien, la religion, mais bien sûr qu'elle peut aider, mais là, je souhaitais vraiment partir sans.
C'était vraiment un choix personnel. Et je pense que je me posais aussi beaucoup de questions sur ma foi, sur pourquoi je crois. Je crois pour mes parents, je crois pour ma famille, je crois pour qui. Et j'avais besoin de faire le vide avec tout ça. Et quand je suis justement arrivée à travers tout ce voyage, ça a répondu à beaucoup de mes questions sur cette fameuse foi et cette fameuse éducation. Et quand je suis arrivée dans cette église, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu une dose d'amour, quelque chose que je peux pas exprimer, quelque chose d'exceptionnel. Et je me suis rendu compte, waouh, cette force que ça m'a donné dans un pays bouddhiste, c'était juste hallucinant. C'était juste quelque chose de très 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 fort. Ce qui est intéressant aussi, Marine Barnerias, c'est que dans cette quête de vous-même, vous avez fait une longue expérience de méditation. Je dis longue, oui. Je le mets entre guillemets, c'est 10 jours, mais quand même, il faut le faire, hein. J'encourage aussi tous ceux qui veulent faire une expérience dans un centre de méditation bouddhiste, un centre de Vipassana. Vous avez fait 10 jours de silence, raison, combien, 13, 14 heures de méditation par jour, hein. Absolument. C'est ça. Donc on imagine, assis, à observer l'air qui pénètre dans vos narines, l'air qui ressort de vos narines, silence total. Je vous imagine, ça devait être pas évident. Oui. Hein. Vous êtes vu comment plutôt... je bouge en face de vous là. C'est un peu ça. Non, mais c'est sûr que le silence, c'était vraiment l'étape qui me faisait le plus peur, je pense, parce que... Et le silence intérieur, le silence du mental aussi. Le silence du mental et savoir si j'allais réussir à tenir, en fait. Et vous avez tenu les 10 jours? J'ai tenu, je sais pas encore. Vous avez failli partir. Hein. Oui, j'ai failli partir parce que les premiers jours, c'est très 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 perturbant. On ne pouvait pas lire ni pas manger quand même pas, mais on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux. Donc il y avait une introspection, il y avait que nous. On était qu'avec soi-même. Et là, quand on est qu'avec soi-même, oh là là, il y a beaucoup de choses du passé qui remontent. Et même à 21 ans, il y a beaucoup de choses du passé qui remontent. Et c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses qui sont revenues, que j'avais complètement oubliées. Et des choses, waouh, qui m'ont fait mal, j'ai eu du mal à les digérer. Mais ça a été vraiment, c'était une intervention chirurgicale du cœur, quoi. C'était une opération et à le cœur fruit, ouvert. on peut pas bien sûr tout raconter. Bien je sûr. renvoie votre livre, les gens sauront plus. Mais le fruit de cette expérience très particulière, qui est pas directement rattaché non plus à une religion. Là, c'est avec des bouddhistes. C'est pas une religion, mais n'importe non. qui de n'importe quelle religion peut faire ça. Absolument. Vous, qu'est-ce que vous en tirez d'essentiel de ces 10 jours de méditation? Écoutez, pour moi, ces 10 jours de méditation, j'ai eu l'impression que j'avais trouvé mon traitement pour ma Rosie. Dans le sens, un traitement qui était pas le traitement purement, un traitement qui pouvait accompagner un traitement médical, bien évidemment. Mais j'ai trouvé le traitement dans le sens où je me suis dit, c'est hallucinant que ce que cette méditation peut m'apporter sur ma stabilité intérieure, sur ne plus dépendre de mes pensées, ne plus être victime de toutes ces pensées qui sont tellement négatives de temps en temps. Surtout, vous dites, quand on a une sclérose en plaques, on développe vite la paranoïa. Absolument. Et là, c'est le mental qui s'agite. Absolument. Qui part. La paranoïa est omniprésente. Quand on a une pathologie, on a toujours peur, on pense au futur, on pense au passé. Parce qu'on a envie de revenir dans le passé et le futur nous effraie. Et le présent, il est jamais présent. Et dans le Vipassana, c'est ça qu'on vous enseigne. Et dans le Vipassana... Sois présent. Absolument. Sois présent, écoute-toi sur le moment présent. Et cette force de s'écouter sur le moment présent avec des exercices tellement simples, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, ça n'a absolument pas une connotation religieuse. C'est vraiment une volonté d'être avec soi-même au moment présent. Et je le recommande à tout le monde de faire cette expérience. Parce que j'étais loin d'être la personne auquel on aurait parié qu'elle aurait fini. Jamais on n'aurait parié sur moi, je pense. Visage RCF. Marine Barnerias, troisième et dernière étape de votre voyage, la Mongolie. Alors là, des conditions rudes de vie quand même avec les nomades. Hein. Et vous avez été voir les nomades Tsahatan, des éleveurs nomades. Vous avez vécu avec eux. Moi, j'adore le moment où vous arrivez sous une tente. Ça me touche que vous ayez lu mon De livre. nuit. Et puis là, on vous montre où dormir. Vous devez partager le lit d'une femme mongole. Et vous vous couchez là, à côté d'elle dans le lit. Comment on vit des moments comme ça? On est sereine, c'est facile, ou on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais écoutez, là, c'est vrai que ce moment où je suis allée chez les Tsahatan dans cette tribu dans le nord de la Mongolie,
oubliés de tout ce tumulte de notre vie là où on vit à 100 à l'heure. Eux, ils sont en autosuffisance, justement, perdus dans les pins, dans la taïga, justement, du nord de la Mongolie. Et là, je pense qu'il y a une réelle confiance, où je me suis complètement abandonnée dans la culture. Avant d'arriver chez les Tsatanes, il y a eu complètement un mois de mise à l'épreuve avec mon corps, avec cette mentalité, avec cet environnement rude de la Mongolie, parce que c'est vrai que c'est une population qui est exceptionnelle, parce que je sens que ce sont des êtres humains qui sont bien plantés, dans le sens ils sortent de la terre, ils sortent de la nature. C'est pas des gens comme nous. C'est des gens qui sont nés dans la forêt, qui sont nés dans la nature, qui sont nés avec cette sensibilité au vent, au soleil, aux étoiles, à toutes les saisons. C'est encore un peuple qui suit les saisons. Et ça, vous insistez beaucoup, dans votre livre et dans votre vie, j'imagine, au rapport à la nature. Absolument. Ce voyage vous a remis en contact avec Absolument. la nature. Il vous a rendu quelque part plus naturel, si je peux me permettre le jeu de mots. Absolument, mais c'est un jeu de mots qui me correspond parfaitement. Complètement, il m'a rendu plus naturel dans les deux sens du terme, et il m'a rendu surtout, je pense qu'il m'a fait découvrir la nature. Il m'a fait découvrir la puissance de cette nature. Oui, voilà, je savais avant que la nature était importante, je savais un peu, voilà, tous les bienfaits de cette nature, mais je ne l'avais jamais vécu. Et de vivre avec des nomades qui sont un élément de cette nature, parce que ce sont des éléments, vraiment. Ce sont pas des hommes qui sortent du béton. Enfin, c'est pas méchant, mais ils sortent de quelque chose. Ils sont en communion avec la nature. Ils sont en communion, absolument. Ils sont en communion avec la nature, et ils se sentent appartenir à rien. Il y a une légèreté. Et une liberté. Une liberté, un respect, waouh, où moi justement j'ai appris à m'abandonner à cette nature avec eux, avec leur force. Mais en même temps, ils vous ont bien ébranlé en vous donnant beaucoup d'amour. Ils vous connaissaient pas, vous débarquiez de nulle part. Ah là-bas, ouais. Et ils vous ont donné tellement d'amour, ces gens-là. Tellement d'amour, tellement de choses vraies, puissantes, des notions de partage, des notions d'écoute, où même si vous parliez pas la même langue. Même si je parlais pas la même langue, c'est ça qui est dingue. Mongol, ouais. C'est cette volonté de partage, cette volonté de. Et je me demande, moi, s'il y a un Mongol qui débarque dans notre société, est-ce qu'on serait là à lui tendre la main, à lui dire, à essayer de prendre le temps de communiquer avec? Non, parce que nous, tout va vite. Nous, tout va vite et on prend pas le temps. Et là, il y a j'ai été accueillie comme si j'étais un des leurs depuis toujours. D'ailleurs, quand vous les avez quittés, ils vous ont fait un cadeau magnifique, une robe mongole magnifique. Oui. Et celle qui vous avait accueilli, elle pleurait, non? Ah oui, c'était très très puissant. Je veux pas dire autant que votre mère quand vous êtes partie. Oh, si. Ça a été vraiment, j'avais vraiment l'impression de quitter une famille. Et le lien qu'il y a eu avec ces gens, avec Muji, Dolgor, toutes ces gens, enfin. Et comment vous expliquez ça, qu'en si peu de temps, on peut être si proche de gens qui nous sont aussi différents, avec lesquels vous pouvez très peu communiquer verbalement, on va dire. Oui. Comment vous expliquez? Je pense que quand on est dans l'observation, on connaît beaucoup plus aussi les gens. C'est pas parce que la communication n'est pas là. Souvent, on est là dès qu'on rencontre quelqu'un. Alors, tu fais quoi dans la vie? Tu fais ceci, tu fais cela, nanana. Et en fait, on est un petit peu dans la superficie de la personne. Là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui nous habitait, un lien qui était indescriptible, qui nous liait avec cette force de la nature qui était voilà quelque chose, un respect qui était tellement fort et qui moi me permettait de les respecter je pense que j'ai jamais respecté autant de gens que je ne connaissais pas. Et j'insiste encore, c'est des gens que vous avez rencontrés par hasard, entre guillemets. Absolument, c'est des gens qui se sont mis sur... Rien n'était préparé. C'est des gens qui se sont mis sur ce chemin. Et alors, vous dites pas que quelque part, plus haut, alors appelons-le Dieu ou votre ange gardien, vous a fait rencontrer tous ces gens? Écoutez, je pense que... Au cours de ce voyage, et là, on peut parler de ces Mongols, mais on peut parler de tous les gens que vous avez rencontrés. Écoutez, tous les gens, je suis passée par beaucoup de peuples complètement différents, avec des croyances différentes. Et il y a quelque chose qu'on a tous en commun. C'est cette puissance qu'il y a là-haut. On met le mot qu'on veut dessus pour les croyances que l'on a.
mais il y a quelque chose de surnaturel qui existe et j'en suis sûre. Vous en êtes sûre maintenant? J'en suis persuadée. Il y a quelque chose qui habite notre humanité. Qu'on soit toute religion confondue. Il y a une force surnaturelle qui lie les êtres humains et qui nous lie entre nous. Et cette force, ce serait pas de l'amour par hasard? Ça peut être avec un A majuscule. Avec un énorme A et avec une envie de partage et d'aimer. Et je pense que l'amour, c'est ce qui est de plus important entre toutes nos civilisations qui se déchirent. Marine, on resterait bien encore longtemps à discuter avec vous. Malheureusement, on arrive à l'issue de cet entretien. Je dirais, et maintenant, quand on a vécu un voyage pareil, vous nous l'avez dit, vous revenez, Rosie, votre sclérose en plaques est toujours là, en vous. Comment vous vivez aujourd'hui dans cette société française, tout ce que vous avez appris? Écoutez, le plus important, je pense, c'est quand on vit quelque chose comme ça, il y a souvent une deuxième étape qui arrive juste après, c'est le changement. Ou dès qu'on découvre quelque chose, il y a directement le tome 2, il faut changer. Il faut mettre en application ce qu'on a découvert dans tout, hein. Pas forcément pour moi, dans tous les projets. Et c'est vrai que là, ce changement, je me suis dit, Marine, le changement prend du temps. Laisse-toi le temps. Et c'est aussi toute cette culture bouddhiste, toute cette culture de méditation. Prends le temps, ne brûle pas les étapes. Notamment un moine bouddhiste qui vous a dit patience. Absolument. Et c'est un peu dans notre tempérament occidental où on a l'envie quand on arrive, on découvre quelque chose, faut directement qu'il y ait un arbre. On n'attend pas qu'il pousse. Et donc là, je suis plus sur la découverte d'un nouveau potager à Paris et d'essayer de planter ma petite graine et de l'arroser avec ce que j'aime. Vos projets, qu'est-ce que vous allez faire? Là, rapidement, mes projets, à part accompagner votre livre. Et voilà, à part accompagner mon petit livre, même s'il fait le bout de chemin qu'il doit faire, ça m'est égal. Là, pour le moment, ce que j'ai envie de faire, c'est de développer une plateforme qui s'appellerait les CPR Passion. C'est une plateforme de mise en relation de projets. Et ensuite, il y a plein d'autres projets que je mettrai en lien sur ma petite page. Allez, on va taper CPR Passion, SEPER, comme le titre de votre livre. Absolument. CPR Héros, que vous avez publié chez Flammarion. Je le fais jamais, mais là, je vais le faire pour une fois. J'ai envie de dédicacer cette émission à ma fille Anna. Waouh. Qui est en Nouvelle-Zélande. Et qui voyage depuis 8 mois en Nouvelle-Zélande comme vous, en faisant du pouce. Ouais. On pense à elle. Et on pense fort à toi, Anna, et puis profite pour moi parce que on l'embrasse. T'es à Wanaka, profite. Je t'embrasse fort. Et puis j'aime bien, à la fin de votre livre, vous dites ça, nous sommes tous malades et la plus grosse maladie est de ne pas s'écouter. Eh bien, on va s'écouter. Merci beaucoup pour cette interview, monsieur. Merci, Marine. C'était un grand plaisir.